Ton frère en est légalement propriétaire, m'ont dit mes parents après avoir volé ma Mustang. Alors je les ai fait inculper et maintenant ils me supplient. Moi, homme de 22 ans, j'ai vécu toute ma vie dans l'ombre de mon frère. Mon petit frère, Jason, 20 ans, a toujours été traité comme si c'était le cadeau de Dieu à l'humanité, tandis que moi, j'étais en gros l'enfant invisible dont tout le monde se fichait. Ça a toujours été comme ça depuis notre enfance. Je me souviens encore d'une fois en 4e où j'avais remporté la première place à la foire scientifique du district. J'avais passé des semaines à construire un super système de filtration d'eau solaire. Quand je suis rentré avec le ruban bleu, ma mère a juste dit « C'est bien, chérie », et elle est retournée aider Jason à faire une affiche pour son projet d'histoire géo qui devait être rendu le lendemain. Il a eu un C+ dessus, et ils l'ont emmené manger une glace pour fêter son dur labeur. Noël a toujours été une vraie blague dans notre maison. La pile de cadeaux de Jason montait jusqu'au plafond. Tous les derniers gadgets de jeu, les plus beaux vêtements, bref tout ce dont il avait parlé pendant 6 mois. Ma pile à moi, n'importe quel truc bon marché, peut-être une chemise en flanelle si j'avais de la chance, et parfois quelque chose d'utile pour mes projets. Des cadeaux pratiques, disait ma mère, avec cet air suffisant comme si elle méritait une médaille pour m'avoir acheté des gants de travail pendant que Jason recevait une foutue Nintendo. Mon père était toujours dans le jardin avec Jason, à lui apprendre à lancer un ballon de football ou à construire ses projets scientifiques. Moi, je me retrouvais seul dans le garage, à regarder des vidéos YouTube pour apprendre à réparer des trucs parce que personne n'avait le temps de m'expliquer. Chaque fois que je demandais de l'aide à mon père, c'était toujours, dans une minute qui s'est transformée en des années. J'ai fini par arrêter de demander. Le favoritisme du « Golden Child » allait bien au-delà des cadeaux et de l'attention. Jason pouvait littéralement abîmer la voiture de ma mère, et il haussait les épaules. Ce sont des accidents, mon chéri. Moi, je rentrais 5 minutes après le couvre-feu parce que j'avais travaillé tard au magasin de bricolage, et je me retrouvais privé de sortie pendant 2 semaines. 2 planètes différentes, 2 règles différentes quand tu es l'enfant favori. Quand on avait 16 et 14 ans, Jason avait cette habitude d'emprunter mes affaires sans demander. Une fois, il avait pris mon iPod pour aller à l'école, à l'époque, ça existait encore, et des gamins l'ont volé dans son sac. Quand je me suis énervé, mes parents m'ont dit que je devais être plus compréhensif parce qu'ils traversaient une période difficile. La difficulté, c'était qu'ils n'avaient pas été sélectionnés en équipe première de basket junior. Ils ne l'ont jamais remplacé. Mais 2 semaines plus tard, Jason en avait un tout neuf parce que, il a besoin de musique pour ses entraînements. J'ai vite compris que personne dans cette maison n'était de mon côté, sauf moi. Alors j'ai fermé ma gueule, j'ai baissé la tête et j'ai bossé comme un malade. J'ai eu mon premier job à laver la vaisselle dans un petit resto crasseux. J'ai économisé chaque centime. J'ai commencé à apprendre des métiers grâce à YouTube et aux vieux gars du magasin de bricolage où j'ai fini par être embauché. Pas besoin de leur validation, de toute façon. Mes parents avaient un angle mort exactement à ma taille et à ma forme. Ils se souvenaient d'acheter les céréales préférées de Jason mais oubliaient que j'étais allergique aux cacahuètes. Ils faisaient 4 heures de route pour voir un match régional de Jason mais n'ont pas pu se donner la peine d'assister à ma remise de diplôme au lycée parce que c'est une longue cérémonie et le parking sera un cauchemar. On dirait que j'invente tout ça, mais je jure que non. C'est comme vivre dans une sorte de sitcom tordu où je suis le personnage secondaire dont personne ne se souvient. Le fils, ah oui, il y en a un autre aussi. Le problème, c'est que Jason était aussi insupportable que mes parents à sa manière. Égocentrique, égoïste, et fier de son statut d'enfant roi. Il me le jetait sans cesse au visage. Maman a dit oui pour moi, mais elle dirait sûrement non pour toi. Il ricanait quand j'étais gamin. Ou bien il cassait accidentellement mes affaires et jouait les innocents quand je m'énervais. Au lycée, j'avais fini par accepter ma place dans la hiérarchie familiale. Baisser mes attentes pour ne pas être déçu, tu vois? Je me suis concentré sur ce que je pouvais contrôler. Mes notes, mes jobs, mes amis, mes projets. C'est là que mon grand-père, 72 ans, entre dans l'histoire. Papy Joe a été le seul à vraiment me voir. Ironiquement, c'était le père de mon père. Ancien marine et vieux mécano capable de démonter un moteur les yeux fermés si besoin. C'était une légende de ses mains. Pendant que mes parents hurlaient dans les tribunes au match de Jason ou s'extasiaient devant ses pièces de théâtre, moi, j'étais dans le garage de papy à apprendre à changer l'huile, remplacer les bougies d'allumage et, plus tard, à reconstruire des carburateurs. C'était les seuls moments où j'avais l'impression que quelqu'un se souciait de moi. Tu as quelque chose de spécial dans les mains, gamin, me disait-il pendant qu'on bossait côte à côte sur une vieille caisse. Ton père n'a jamais eu la patience pour ce genre de truc. Toujours trop occupé à courir après la prochaine promotion, le prochain gros coup. Il secouait la tête, comme s'il ne comprenait pas ce qui avait foiré avec son fils. Papy voyait clair dans le favoritisme de mes parents. Une fois, quand j'avais 15 ans, mes parents ont oublié mon anniversaire. Genre, complètement oublié. La veille, ils se souvenaient que Jason avait une compétition de natation le lendemain et que toute la famille devait y aller. Ma mère a même dit « Ah, c'est ton anniversaire demain, non? On fêtera ça le week-end prochain. » Ils ne m'ont même pas acheté de gâteau. Quand papy l'a su, il était furieux.
Il a débarqué chez nous ce soir-là avec une boîte à outils emballée dans du papier journal. Dedans, il y avait ce magnifique set de tournevis de précision que je convoitais depuis des mois. « Joyeux anniversaire, fiston », dit-il assez fort pour que mes parents entendent depuis la cuisine. Certaines choses méritent d'être célébrées comme il faut. Chaque Noël, quand j'ouvrais ces cadeaux pratiques de mes parents, chaussettes, fournitures scolaires, peu importe, papy me glissait en douce quelque chose de vrai. La plupart du temps, des outils de qualité, que j'utilise encore aujourd'hui. Une année, mes parents s'en sont même plaints. Ma mère a eu le culot de dire « Il n'a pas besoin d'être gâté, Joe », comme si un bon set d'outils équivalait au nouvel iPhone que Jason venait de déballer. Papy l'a fixée comme si elle était idiote. Reconnaître un talent, ce n'est pas gâter. C'est investir. Puis il m'a fait un clin d'œil. À 18 ans, papy a été diagnostiqué avec Parkinson. Une sacrée mauvaise nouvelle, évidemment. Il ne pouvait plus conduire, alors il m'a appelé un week-end. Il m'a dit qu'il avait quelque chose pour moi. Que ce n'était peut-être pas beau, mais que ça avait de bons os. C'était une de ses expressions préférées. J'ai roulé jusque chez lui en pensant qu'il allait peut-être me donner quelques vieux outils. À la place, il y avait une Mustang Fastback de 1967 garée dans son allée, Ver Island délavé, plus de rouille que de peinture, siège déchiré, et un moteur qui faisait des bruits que je n'avais jamais entendus. Mais putain, c'était la plus belle chose que j'ai jamais vue. Papy m'a tendu les clés et m'a dit qu'il la gardait pour moi depuis que j'avais 12 ans. Qu'il avait observé la façon dont mes parents me traitaient toutes ces années et qu'il estimait que je méritais quelque chose qui m'appartienne vraiment. Il avait prévu de la restaurer lui-même, mais ses mains ne répondaient plus avec le Parkinson qui commençait à s'installer. Ton père n'a jamais rien compris aux muscles Cars, dit-il en passant sa main sur le capot rouillé. Mais toi, tu la ramèneras à la vie. Je ne vais pas mentir, j'ai dû détourner les yeux une minute. J'avais un truc dans l'œil, ou peu importe. Quand j'ai ramené cette épave chez moi, mes parents se sont carrément moqués en la voyant dans l'allée. Papa n'a même pas levé les yeux de son téléphone quand je lui ai parlé de la voiture. Il s'est contenté de dire « Ne gaspille pas ton argent dans ce cercueil roulant ». Mon père était trop obsédé par ce tas de ferraille. Un tas de ferraille? Non. Maintenant je comprends ce que grand-père essayait de me dire. Maman, elle, c'est juste plein de détaches d'huile sur le béton. Jason, par contre, ses yeux se sont illuminés comme un matin de Noël quand il l'a vu. Waouh, ça va être trop classe une fois restauré. Pourtant grand-père ne me l'a jamais montré, a-t-il dit. Et pour une fois, j'ai eu l'impression d'avoir quelque chose qu'il enviait, quelque chose qu'il ne pouvait pas obtenir simplement en géniant auprès de nos parents. Pendant un an, j'ai passé chaque minute libre sur cette voiture. Chaque paie allait directement aux pièces après le loyer et la nourriture. J'ai appris à souder, je me suis enseigné à reconstruire le moteur en regardant des vidéos YouTube à n'en plus finir et en lisant des forums. Mes mains étaient en permanence tachées de graisse, mes ongles jamais vraiment propres, mes bras couverts de petites brûlures et de coupures. Ma chambre débordait de manuels Chilton et d'imprimés de schémas électriques. Je m'endormais en pensant au calage des soupapes et je me réveillais en planifiant la carrosserie. Quand ça allait mal à la maison, c'est-à-dire toujours, je m'évadais dans le garage et je me perdais dans la restauration. Il y a quelque chose de presque méditatif dans le fait de travailler sur une voiture quand tu es dans le flux. Juste toi et la machine. Tout le reste disparaît. J'ai récupéré des pièces dans des casses, sur des marchés de pièces, sur des forums en ligne. J'ai reconstruit le V8 390 pièces par pièce, poncé la carrosserie jusqu'au métal nu et réparé méticuleusement les points de rouille, apprenant à souder et à façonner le métal au passage. J'ai fait la peinture dans l'atelier de l'oncle d'un pote, après les heures, en échange de coups de main pour le temps de cabine. J'ai refait l'intérieur, tout. Le jour où j'ai enfin réussi à faire tourner ce moteur correctement, entendre le grondement profond du V8 prendre vie, mec, c'était comme si tout mon travail avait enfin payé. La peinture Ver Island brillait au soleil. Oui, j'ai choisi la couleur, Bullitt, traitez-moi en justice si vous voulez. L'intérieur en cuir noir sentait comme un nouveau départ. Et quand je l'ai conduite pour ce premier vrai trajet, vitres baissées, moteur grondant, pour la première fois de ma vie, j'avais quelque chose qui m'appartenait vraiment, quelque chose que j'avais construit de mes propres mains et dont personne ne pouvait s'attribuer le mérite. C'était mon accomplissement, la chose qu'on ne pouvait pas m'enlever. Tu vois, quand on grandit en étant l'enfant ignoré, on s'habitue au fait que personne ne veuille vraiment tes affaires. Personne ne se battait pour emprunter mes vêtements ou jouer à mes jeux, parce qu'aux yeux de tous, Jason avait toujours la meilleure version de toute façon. Alors je n'étais pas préparé à ce qui allait arriver quand, pour une fois, j'ai eu quelque chose qui valait réellement la peine d'être envié. Et mec, Jason enviait cette Mustang. Après que je l'ai remise en état, Jason ne pouvait plus s'empêcher d'en parler. Chaque fois que je la conduisais, il était à la fenêtre à regarder, comme un gamin devant un camion de glace. Chaque fois que je rentrais, il accourait vers le garage. Je peux m'asseoir dedans? Juste une minute. Au début, ça ne me dérangeait pas trop. C'était même sympa que quelqu'un apprécie tout le travail que j'avais fourni. Mes parents, eux, s'en fichaient royalement. Papa se plaignait seulement que mes outils prenaient trop de place dans le garage, et maman lâchait sans arrêt des remarques passives-agressives sur le fait que je gaspillais mon argent au lieu d'économiser pour un vrai avenir. Peu importe ce que ça voulait dire.
Mais ensuite, les demandes de Jason ont commencé à devenir agaçantes. C'était passé de « je peux m'asseoir dedans » à « je peux la conduire pour le bal de promo ?» Juste une nuit ? Promis, je serai super prudent. Puis, laisse-moi l'emmener à la plage ce week-end. Mon pote hallucinerait si je venais le chercher avec. Toujours avec cette voix pleine d'assurance, comme si évidemment j'allais dire oui parce que tout le monde disait toujours oui à Jason. J'ai toujours dit non. Pas parce que je voulais être un connard avec mon frère. Je disais non parce que je connaissais Jason. C'est le gamin qui a cassé 3 téléphones en un an. Celui qui a emprunté les clubs de golf hors de prix de papa pour un après-midi et a réussi à en perdre la moitié. Celui qui ne prenait jamais soin de rien parce qu'il n'en avait jamais eu besoin. Quelque chose se faisait toujours remplacer quand il le cassait. Il n'avait pas besoin d'être responsable de quoi que ce soit, parce que bien sûr, mes parents étaient toujours derrière lui. Et tu crois que je suis assez fou pour lui laisser ma Mustang classique restaurée à la sueur de mon front, après avoir vu ce palmarès toute sa vie? Hors de question. La tension montait de plus en plus. Jason levait les yeux au ciel chaque fois que je refusais. En disant des trucs du genre, c'est juste une voiture, mec. Tu es tellement coincé. Juste une voiture. Juste une voiture. Comme si je n'avais pas passé une année entière et chaque centime disponible à la reconstruire. Puis mes parents ont commencé à lancer ces petites remarques à table. Du style, tu sais, partager fait partie d'être un bon frère, et cette voiture reste dans le garage la plupart du temps de toute façon. Le scénario classique chez nous, ce que Jason veut, Jason l'obtient. Sauf que cette fois, je ne céderai pas. Mon père a essayé de me culpabiliser un soir. Tu sais, quand j'avais ton âge, je partageais toujours avec mes frères. C'est ce que fait une famille. J'ai failli éclater de rire. Ça venant du type qui cachait littéralement les bons snacks dans son bureau pour ne pas avoir à les partager avec ses enfants. Je lui ai simplement répondu, quand tu avais mon âge, est-ce que tu as reconstruit une voiture de collection à partir de zéro avec l'argent que tu avais gagné en bossant comme un fou tout en allant à la fac? Ça l'a calmé pendant 5 minutes. Maman a tenté une autre approche. Elle m'a coincé un matin dans la cuisine avec son café et ce faux air inquiet qu'elle prend. Chérie, je m'inquiète de te voir t'attacher autant aux choses matérielles. Ce n'est que du métal et du caoutchouc, tu sais. Ce qui compte dans la vie, ce sont les relations. Drôle comme il se soucie des relations uniquement quand ça concerne Jason. Les choses ont dégénéré quand Jason a été accepté à l'université d'État. Mes parents ont organisé une énorme fête, invité tout le monde. Ouais, content pour lui. Mais bon, ce n'est pas Harvard. C'est une fac correcte avec 70% d'admis, et il y est entré de justesse avec ses notes médiocres et le piston d'ancien élève de papa. Mais bref. Je suis venu et je l'ai quand même félicité. Pendant le dîner, papa s'est levé et a annoncé qu'ils avaient une surprise pour Jason. Papa a commencé à parler du fait que Jason aurait besoin d'un moyen de transport pour le campus, qui se trouvait à environ 40 minutes de chez nous, et il m'a regardé droit dans les yeux en disant qu'il pensait que je devrais laisser Jason utiliser la Mustang pendant qu'il serait à la fac. Toute la table s'est tournée vers moi, s'attendant à ce que je sourie et que je joue le jeu comme toujours. Comme si j'allais dire, bien sûr, prends la voiture que j'ai passé 1 an à reconstruire, la seule chose que j'ai qui est vraiment de l'importance pour moi. Pas de problème. J'ai juste dit, non, ça n'arrivera pas, 3 mots simples. On aurait dit que je venais de proposer de sacrifier le chien de la famille, vu leur réaction. Silence de mort à table. Papa a essayé de calmer le jeu en disant qu'on en discuterait plus tard, mais j'ai fermé la porte tout de suite. Je lui ai dit qu'il n'y avait rien à discuter. C'était ma voiture. Point final. Maman est intervenue en disant que je ne devais pas être égoïste parce que Jason avait besoin d'un transport fiable pour cette étape importante de sa vie. Comme si l'université était plus importante que, je ne sais pas, mon existence entière peut-être. Je leur ai dit de lui acheter une voiture comme il lui avait acheté tout ce qu'il avait jamais voulu. C'est là que papa s'est énervé, a frappé la table de la main, a failli renverser la saucière et m'a dit que j'étais ridicule de faire tout un plat pour, juste une voiture. Je me suis levé et j'ai enfin lâché tout ce que je retenais depuis des années. Je lui ai dit que c'était ma voiture, que je l'avais reconstruite moi-même, que j'en avais le titre, que je l'avais payée avec mon argent, et que je ne la donnerais pas à Jason juste parce qu'il la voulait. Je leur ai dit que, pour une fois dans leur vie, ils devaient dire non à leur précieux enfant doré. J'ai dit que peut-être Jason pourrait apprendre ce que c'est que de réellement travailler pour obtenir quelque chose au lieu qu'on le lui serve sur un plateau d'argent. Ma mère m'a regardé comme si elle n'en revenait pas que je lui tienne tête. Mon père, lui, avait l'air sur le point de faire une crise cardiaque. Jason restait assis, le front plissé, sûrement furieux que son petit processus habituel, vouloir, geindre, obtenir, se heurte à un obstacle. Je suis sorti avant que quiconque puisse dire autre chose. Le lendemain matin, papa a essayé de nouveau. Cette fois d'une autre façon. Écoute, fiston, a-t-il dit, comme si on négociait un contrat. Je comprends que tu aies mis beaucoup de travail dans cette voiture. Et si on te compensait? On pourrait mettre de l'argent pour une autre voiture de projet, quelque chose sur lequel tu pourrais travailler pendant que Jason prend la Mustang. Lui, il en a besoin maintenant. J'ai juste éclaté de rire. Tu ne comprends pas, hein? Ce n'est pas une question d'argent. Je ne veux pas d'un autre projet.
Je veux ma voiture que j'ai déjà reconstruite. Et ne recommence pas avec ton « ce n'est qu'une voiture » parce que ce n'en est pas une. Pour moi, elle signifie bien plus que ça. Alors il a tenté la carte du « tu es égoïste ». Jason a une opportunité, ça pourrait vraiment l'aider à réussir. Tu ne veux pas ce qu'il y a de mieux pour ton frère? J'étais tellement fatigué de ce refrain. Et moi, papa? Tu as déjà pensé, ne serait-ce qu'une seule fois, à ce qui est le mieux pour moi. Le regard sur son visage m'a tout dit. Il n'y avait sincèrement jamais pensé. Les semaines suivantes, l'ambiance à la maison était tendue. Ma mère a choisi la technique du silence, comme si c'était moi le déraisonnable. Mon père lâchait des petites piques sur l'esprit d'équipe et le sacrifice familial. Jason alternait entre bouder et essayer de m'amadouer avec un soudain intérêt fraternel pour ma vie. Moi, j'ai juste gardé la tête basse, concentré sur mes cours et mon boulot, en passant le moins de temps possible à la maison. J'ai même commencé à chercher sérieusement un appart, même si les loyers étaient ridicules dans le coin. Je me disais qu'il finirait bien par se lasser et achèterait une voiture à Jason, comme des parents normaux. Une voiture qu'il pouvait se permettre. Mais non. Il ne voulait tout simplement pas. Pourquoi dépenser de l'argent alors qu'il pouvait prendre la mienne gratuitement? Puis, une semaine plus tard, j'ai reçu un appel de ma tante du Michigan. La santé de grand-père Joe s'était vraiment dégradée. Le Parkinson s'aggravait. Et lors d'un contrôle de routine, les médecins avaient trouvé d'autres soucis inquiétants. Des problèmes cardiaques, apparemment. J'ai paniqué, j'ai immédiatement prévu de monter le voir. C'était environ 6 heures de route, et je comptais rester le long week-end. J'ai prévenu mes parents que j'y allais, même si on se parlait à peine depuis le dîner explosif. Ma mère s'est contentée d'hocher la tête et de dire de transmettre leur amour à grand-père. Mon père a grogné un vague « tu vas rater du travail ». Classique. Ça m'a mis en rage de voir à quel point il s'en fichait de grand-père. Mon pote Dean, qui avait toujours adoré les histoires de mon grand-père, était triste pour lui et m'a proposé de m'accompagner. J'ai toujours voulu rencontrer cet homme légendaire, a-t-il dit. J'ai pensé à prendre la Mustang, mais les routes du Michigan au printemps sont infernales. Des nids de poules gros comme des piscines pour enfants à cause du gel des gels. Je ne voulais pas abîmer le dessous fraîchement restauré. Et puis le camion de Dean chauffait mieux, et il faisait encore glacial en avril là-bas. On a donc pris son pick-up. Dès qu'on est arrivé au Michigan, mon humeur a changé. Grand-père était vraiment diminué. Voir ce vieux marine costaud, qui me portait autrefois sur ses épaules, à peine capable de tenir une tasse de café, ça m'a bouleversé. Son corps le lâchait, mais son esprit restait vif. T'as pris ton temps pour venir, hein? A-t-il râlé en me voyant entrer, avant de me faire un clin d'œil pour montrer qu'il plaisantait. On est resté avec lui, il s'est lancé dans ses histoires de guerre et ses récits du passé, et Dean en redemandait. Ça faisait du bien de voir grand-père heureux, ne serait-ce qu'un instant. Dean a dû rentrer après le premier week-end, boulot oblige, mais moi j'ai décidé de rester. Sa condition était pire que je ne l'imaginais, et je voulais être là. Je dormais sur un lit de camp dans sa chambre de l'établissement, je l'aidais à se déplacer et je veillais à ce qu'il mange. On a eu de super conversations pendant ces 2 semaines. Il a bien sûr demandé après la Mustang. Je lui ai montré des photos de la restauration terminée, et ses yeux se sont illuminés. Nom de Dieu, gamin. Tu as fait du beau boulot. Je suis fier de toi. Puis il a parlé de mes parents et de Jason. Il a vu clair dans mes réponses vagues. Il t'embête à cause de cette voiture, pas vrai? J'ai hoché la tête. Je lui ai raconté l'histoire du caprice de Jason et de la dispute. Grand-père a secoué la tête. Ton père n'a jamais compris la valeur du travail manuel. Il a toujours voulu la solution facile. Puis il m'a fixé droit dans les yeux, ne cède pas. Tu m'entends? Cette voiture est à toi. Tu l'as construite. Tu la gardes. Je lui ai promis. Après presque 2 semaines, grand-père s'est enfin stabilisé, assez pour que je me sente rassuré de repartir. L'infirmière avait trouvé une bonne routine, et ma tante passait chaque jour. J'ai pris un Greyhound pour rentrer. Le trajet a été long, inconfortable, et j'étais épuisé en arrivant à la gare routière de ma ville. J'ai appelé un Uber pour rentrer, puisque personne dans ma famille n'avait proposé de venir me chercher, malgré mon texto avec mon heure d'arrivée. En entrant dans l'allée, j'ai tout de suite senti que quelque chose clochait. La Mustang n'était pas dans le garage où je l'avais laissée. J'ai pensé que peut-être papa l'avait déplacée pour bricoler sa propre voiture, alors j'ai vérifié dehors, le parking, le jardin. Rien. J'ai foncé à l'intérieur et trouvé ma mère dans la cuisine. Où est ma voiture, ai-je exigé. Elle a sursauté, comme surprise de me voir, et a immédiatement tenté de changer de sujet. Oh, tu es de retour. Comment va ton grand-père? Où est ma Mustang, ai-je répété, sans lui laisser l'occasion de détourner. Elle a évité mon regard, soudain très absorbé par la vaisselle. Jason l'a emmené sur le campus. Il avait besoin d'une voiture pour l'école, et comme tu étais parti. Mon sang s'est glacé. Il a pris ma voiture à la fac? Après que je vous ai dit non à tous? Vous êtes sérieux? Papa est entré à ce moment-là, et son visage m'a tout de suite montré qu'il savait parfaitement ce qu'il se passait. Écoute, a-t-il commencé, avec son ton d'avocat. On a essayé de t'appeler, mais la réception là-bas était mauvaise. Connerie, j'ai coupé.
J'avais du réseau tout le temps. Je vous ai texté chaque jour avec des nouvelles de grand-père. Vous n'avez pas appelé parce que vous saviez ce que j'allais dire. Papa a poursuivi, regarde, ce qui est fait est fait. Jason a plus besoin de cette voiture que toi pour l'instant. Et moi, je fais quoi? Je respire seulement? C'est ma voiture. Je vais la chercher au campus tout de suite. Ça risque d'être difficile, a dit papa. La carte grise a été transférée. Légalement, c'est désormais la voiture de Jason. Pendant une seconde, j'ai cru mal entendre. Vous avez fait QOI? J'avais l'impression que mon cerveau avait pris une photo. La manière dont il l'a dit, comme s'il parlait de la météo. C'est plus logique pour lui de l'avoir maintenant. Vous avez transféré ma carte grise. Comment avez-vous fait ça sans ma signature? Pourquoi? Ils ont échangé un regard qui disait tout. Eh bien, à ce sujet, vous avez falsifié ma signature? Vous vous foutez de moi? C'est illégal. Ne sois pas si dramatique, a lâché ma mère, abandonnant enfin son ton sucré. Nous sommes tes parents. On a juste pris la bonne décision. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à composer. Tu appelles qui? A demandé ma mère, soudain nerveuse. La police. Mon père s'est précipité pour m'arracher le téléphone. Ne fais pas l'idiot. Tu le regretteras. Je les ai regardés, bouillant déjà de rage. Ouais. Quelqu'un allait regretter tout ça, mais ce ne serait pas moi. J'ai repris mon téléphone et je suis parti. J'ai appelé Dean, et il est venu direct me chercher. Mec, qu'est-ce qui s'est passé? T'as une tête comme si t'avais vu un fantôme. Je lui ai tout raconté. Mais c'est quoi ce bordel? A été sa seule réaction au début. J'ai dormi sur son canapé ce soir-là, trop en colère pour envisager de retourner à la maison. Je n'arrêtais pas d'imaginer Jason conduisant ma voiture sur le campus, la montrant comme si elle lui appartenait, et mes parents, persuadés qu'ils avaient réussi leur coup. Plus j'y pensais, plus la rage montait. Le père de Dean, Tom, est rentré tard du travail. Par chance, il est avocat. Dean lui a expliqué, et il s'est assis avec nous. Il m'a dit que ce qu'ils avaient fait était clairement illégal. Vol qualifié de véhicule, faux et usage de faux, fraude, ce sont des délits graves. Mais il m'a aussi dit que je devais vraiment réfléchir à si je voulais aller au bout de cette affaire, parce que ma famille risquait de lourdes conséquences. Mais devine quoi? Je m'en foutais complètement. Qu'ils assument. Ils l'avaient bien cherché. Ce soir-là, mon téléphone explosait de messages de mes parents. Des variantes de « rentre à la maison qu'on en parle »,« tu exagères »,« la famille passe avant tout ». Je les ai ignorés, et j'ai dormi tranquille, sachant que j'allais leur donner une leçon. C'est là qu'a commencé l'opération Takedown, le lendemain matin. Premier arrêt, le DMV. L'endroit le plus ennuyeux de la planète, mais putain que ça valait les 2 heures d'attente. J'ai demandé les documents du transfert de titre de la Mustang. Et bingo. Ma signature sur les papiers. Daté exactement du jour où j'étais assis dans la chambre d'hôpital de grand-père dans le Michigan. J'ai aussi récupéré une copie du titre original montrant que la voiture m'appartenait légalement depuis que grand-père me l'avait cédée. Ensuite, j'ai fouillé tous mes dossiers chez mes parents quand ils n'étaient pas là. J'avais toujours été méticuleux avec la restauration de la Mustang. Chaque reçu, chaque photo avant-après, toutes les preuves que c'était MON projet depuis le début. J'avais même l'acte de vente original de grand-père à moi. Et des textos de mes parents eux-mêmes admettant que c'était ma voiture. Puis Tom a suggéré qu'on obtienne une preuve que j'étais bien dans le Michigan au moment où la signature avait soi-disant été faite. Et c'était l'idée de génie. Je suis allé à ma banque et j'ai demandé les images de la caméra ATM qui me montrait en train de retirer de l'argent dans le Michigan, exactement le jour de la signature. J'étais littéralement à 300 miles du DMV à ce moment-là. Pendant tout ce temps, mon téléphone ne cessait de vibrer. Mes parents laissaient des messages vocaux désespérés, commençant par la colère, « Comment oses-tu ne pas répondre ?» puis la culpabilisation, « On est tellement inquiet », et enfin la manipulation, « Si tu aimes ton frère, rentre à la maison, on réglera ça en famille. » Je n'ai pas répondu. C'était fini, bien au-delà de ce qu'une réunion de famille pouvait arranger. Avec toutes les preuves en main, Tom et moi sommes allés au commissariat pour déposer plainte pour vol de voiture, faux et fraude. En sortant du poste, j'ai eu l'impression de franchir une ligne dont je ne pourrais plus revenir. Pour la première fois de ma vie, je n'encaissais plus sans rien dire. Je ripostais. La justice est lente, mais elle avance. Il a fallu presque 3 semaines pour que ça bouge. 3 semaines pendant lesquelles mes parents ont redoublé d'efforts pour me joindre. Les messages devenaient de plus en plus désespérés. Arrête ton cinéma et rentre tout de suite. Tu détruis la famille pour une voiture pourrie. Et mon préféré, tu fais d'une taupinière une montagne. Une taupinière. Ils avaient volé ma voiture, falsifié ma signature sur des documents légaux et m'avaient menacé quand je les avais confrontés. Mais oui, bien sûr, j'exagérais. J'ai gardé la tête froide. J'ai pris des heures sup au boulot, j'ai aidé le père de Dean à la maison pour les remercier de m'héberger, et j'ai commencé à chercher mon propre appart. Il était grand temps de couper complètement avec les conneries de ma famille. Puis, presque 3 semaines plus tard, l'appel du détective est arrivé. On avance sur ton dossier, m'a-t-il dit. Des agents se dirigent vers le dortoir de ton frère pour récupérer le véhicule. Mon cœur battait à 100 à l'heure. Ça se réalisait vraiment.
J'étais persuadé que la police allait classer ça en affaire de famille. Mais quand les flics sont arrivés au dortoir, la Mustang n'y était pas. D'après son colocataire, Jason l'avait planqué chez un ami après avoir reçu des messages inquiets de mes parents. Bien sûr. Et là, c'est devenu sérieux. Ce qui était un conflit familial est devenu une véritable enquête criminelle. La police a retrouvé la voiture dans un box de stockage à 1 heure de là. Louée sous un faux nom, mais payée avec la carte de crédit de mon père. Et sous une bâche, ils ont trouvé ma Mustang avec les plaques VIN déjà retirées. Les flics ont dit que c'était la preuve qu'ils comptaient soit la revendre illégalement, soit la faire disparaître. Retirer des VIN, c'est un crime en soi. Le lendemain, Jason a été arrêté dans son dortoir pour recel et conspiration. Mes parents, eux, ont été arrêtés au travail et inculpés pour faux, fraude et altération de preuves. Le journal local a sorti un article, une famille inculpée dans une affaire de vol de voitures de collection. Avec photos de mes parents menottés, escortés au tribunal pour leur comparution. Mon téléphone a littéralement explosé. Des cousins que je ne connaissais même pas qui m'appelaient pour demander ce qui se passait. Des potes de lycée m'envoyant des textos pour savoir si les rumeurs étaient vraies. Et mes parents, vraiment désespérés cette fois, m'appelant chaque heure avec des supplications en larmes pour que je retire ma plainte. Dans leur rêve. Ça va ruiner l'avenir de Jason, sanglotait ma mère dans un message. Il risque la prison. Tu veux ça pour ton frère? Et mon père, tu es un vrai salaud. Les frais d'avocat vident nos économies. On risque de perdre la maison. Je n'ai jamais rappelé. Pas une fois. Ils avaient fait leur choix quand ils avaient décidé de me voler. À eux d'assumer. Ma famille élargie était divisée. Certains, comme ma tante du Michigan, étaient horrifiés par ce qu'avaient fait mes parents. D'autres prenaient leur parti, bien sûr. La sœur de ma mère m'a laissé un message incendiaire m'accusant de détruire la famille pour une stupide voiture. J'ai ignoré. À quoi bon répondre? Au milieu de ce chaos, j'étais calme. Comme si j'avais atteint le point où plus rien de ce qu'ils pouvaient dire ou faire ne m'atteignait. Toute ma vie, j'avais été l'enfant modèle, celui qui encaisse, qui se montre raisonnable, qui accepte les injustices sans broncher. Et ça m'avait mené où? Nulle part. L'appel le plus surprenant est venu de Jason, depuis la prison du comté. Contrairement à son ton habituel sûr de lui, il sonnait désespéré. Il a commencé par du baratin, prétendant que c'était un malentendu, qu'il croyait que j'étais d'accord parce que nos parents l'avaient dit. Je l'ai coupé net, qu'il arrête de mentir. Il savait exactement ce qu'il faisait, puisque je lui avais dit en face, au dîner, qu'il n'aurait jamais ma voiture. Après un silence, il a fini par admettre. Il a dit qu'il pensait que je ne porterais pas plainte, parce que la famille, ça reste soudé, blabla habituel. Il a ajouté que papa avait dit que ce n'était pas grave puisque ce sont mes parents, que la voiture était gâchée avec moi de toute façon, vu que je passais mon temps à la bricoler au lieu de la conduire pour de vrai. De la pure arrogance, mais exactement ce que j'avais subi toute ma vie. Et là, il a eu le culot de me supplier de retirer les charges, parce que ça allait foutre sa vie en l'air. J'ai juste ri et je lui ai souhaité la bienvenue dans le monde des conséquences, puis j'ai raccroché. Au fur et à mesure que l'affaire avançait, j'ai reçu des mises à jour régulières de l'enquêteur. Les preuves étaient accablantes, disait-il. Entre la signature falsifiée, les images de l'ATM prouvant que j'étais hors de l'état, et le fait qu'ils avaient retiré les plaques VIN, le procureur était convaincu d'avoir un dossier solide. L'avocat de vos parents a pris contact pour un accord de plaidoyer, m'a dit le détective. Il voulait enterrer l'affaire. Ça, j'en étais sûr. Mais non. Pas cette fois. Eddie, bon sang, je ne pensais pas que ça attirait autant d'attention. Merci à vous tous. Eddie 2, pour ceux qui demandent une mise à jour, je vous en donnerai une bientôt. Les choses sont assez chaotiques pour le moment, alors excusez-moi le temps que je sois plus libre. Mise à jour. Salut Reddit. Ça fait presque 1 an depuis mon premier post qui avait explosé, et beaucoup d'entre vous m'ont envoyé des messages pour avoir des nouvelles. Et laissez-moi vous dire, il y a beaucoup à raconter, alors accrochez-vous. Le système judiciaire avance lentement comme pas possible, mais il finit par arriver au bout. Au fil des mois, j'ai regardé de loin l'image parfaite de ma famille s'effondrer complètement. Le procureur ne voulait pas d'accord de plaidoyer. Jason a fini avec une condamnation pour vol de voiture aggravée et falsification de preuves. 8 mois de prison de comté, 3 ans de probation et 500 heures de travaux d'intérêt général. L'université d'État l'a expulsé immédiatement après la condamnation. Pas d'appel, pas de seconde chance. Mes parents n'ont pas fait beaucoup mieux. Mon père a été inculpé de falsification, fraude, complot et altération de preuves. Ma mère a eu les mêmes charges, puisqu'il a été prouvé que c'était elle qui avait falsifié ma signature. Ils ont tous deux écopé de 18 mois de probation, d'amendes énormes et de 30 jours de prison de comté, que le juge a refusé de leur permettre de purger uniquement le week-end comme il le demandait. Mon père a perdu son emploi de comptable. Apparemment, les cabinets n'aiment pas garder des fraudeurs condamnés pour gérer leur argent. Leur réputation parfaite? Totalement détruite. En plus des charges criminelles, la plainte civile que j'ai déposée avec l'aide de Tom les a frappés là où ça fait mal. Ils ont dû vendre leur maison pour couvrir les frais juridiques et les dommages. Aux dernières nouvelles, ils vivent dans un appartement miteux et peinent à joindre les deux bouts.
Ils ont tenté de déclarer faillite pour échapper au jugement civil, mais le tribunal a refusé. Par l'intermédiaire de leur avocat commis d'office, ils ont fait une ultime tentative pour me joindre, proposant de prendre une seconde hypothèque sur la maison qu'ils étaient déjà en train de vendre pour me payer la voiture et même plus, si je retirais les charges. Ils disaient qu'on restait une famille et qu'on pouvait dépasser tout ça. J'ai renvoyé une seule phrase via Tom, nous avons cessé d'être une famille quand vous avez choisi Jason à ma place pour la dernière fois. La Mustang a finalement été retrouvée dans le box de stockage. Le tribunal a ordonné qu'elle me soit restituée avec des dommages-intérêts pour tentative de vol et détresse émotionnelle. Elle avait une bosse sur l'aile et quelques rayures, mais rien que je ne pouvais pas réparer. Pendant que tout cela se déroulait, j'étais resté chez Dean et sa famille, mais je savais que j'avais besoin d'une solution plus permanente. Je ne voulais pas seulement déménager. Je voulais m'éloigner complètement de cet environnement toxique. Alors j'ai pris une décision. J'ai emballé toutes mes affaires, ce qui n'était pas grand-chose, incroyable de voir de quoi on peut se passer quand on repart à zéro, j'ai quitté mon travail et je suis parti m'installer dans le Michigan chez mon grand-père Joe. Sa maladie de Parkinson ne s'améliorait pas et il avait besoin de quelqu'un à ses côtés plus régulièrement que ce que ma tante pouvait assurer avec son boulot et ses enfants. Honnêtement, c'était la meilleure décision que j'ai jamais prise. J'ai transféré mes crédits de community college à une université proche et décroché un job à temps partiel dans un atelier local de restauration automobile où mes compétences étaient enfin appréciées. Le premier week-end après mon installation, j'ai conduit la Mustang pour montrer la voiture à grand-père. Il avait l'air vraiment fatigué. Le voir dans cet état m'a brisé le cœur. Je l'ai aidé à descendre jusqu'au parking pour qu'il puisse admirer la voiture en plein soleil. Il a passé sa main tremblante sur l'aile. Son sourire valait de l'or. Il était tellement heureux que j'ai emménagé avec lui. Vivre avec lui ces quelques mois a été la meilleure chose qui pouvait arriver pour nous deux. Je l'aidais dans tout et je lui préparais même ses repas, tandis qu'il restait assis à la table de la cuisine, me donnant des conseils sur les rapports de compression et le calage des soupapes. On regardait des westerns ensemble le soir, lui s'endormant à moitié mais m'insistant de lui raconter la fin le lendemain. Mes parents ont essayé de venir le voir plusieurs fois quand son état s'est aggravé. Il a refusé de les voir. Il disait qu'il ne voulait pas de ces deux hypocrites. Grand-père est décédé environ 6 mois après mon arrivée, paisiblement dans son sommeil. J'étais à ses côtés cette dernière nuit, en train de lui parler d'une chargée 69 que l'atelier venait de recevoir pour restauration. J'ai fait mon deuil. Je le fais encore. À l'enterrement, ma famille est venue. Jason avait l'air d'un zombie après son passage en prison de comté. Mes parents semblaient usés et vieillis. Je suis resté à distance, même quand ils ont essayé de me parler. Je ne me faisais pas confiance pour répondre sans que ça tourne en scène, et grand-père méritait mieux que ça pour son dernier jour. Après la cérémonie, j'ai appris avec stupeur que grand-père m'avait tout légué, sa maison, ses outils, ses modestes économies. Mon père avait l'air d'avoir reçu une gifle quand le notaire a lu le testament. Il espérait sûrement un héritage pour couvrir leurs problèmes financiers dus au procès. L'avocat m'a remis une enveloppe ensuite, une lettre de grand-père. Elle commençait par « À mon vrai fils ». Il écrivait que les derniers mois passés avec moi avaient été les meilleurs. Il me demandait même de garder la Mustang en bon état. J'ai craqué, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps en la lisant. Je garde toujours cette lettre dans la boîte à gants de la Mustang. Aujourd'hui je vis toujours dans la maison de grand-père, dans le Michigan. J'ai de bons amis, un travail que j'aime et un avenir qui semble prometteur. Tous les dimanches, quand le temps le permet, je prends la Mustang pour de longues balades le long des routes côtières près du lac. On continue d'avancer. Quant à ma famille, ils m'ont contacté à de nombreuses reprises pour demander de l'aide. Je les ai bloqués à chaque fois et leur ai dit d'aller au diable. Cette porte est fermée et verrouillée. Eddie 1, merci à tous pour les récompenses et le soutien. Vos mots gentils me touchent beaucoup. Eddie 2, pour ceux qui demandent si je donnerai d'autres nouvelles, je pense que je vais me mettre en retrait un moment. J'ai vraiment besoin de prendre une longue pause et de me concentrer sur ma vie. Donc, paix à vous, prenez soin de vous, la famille.